était drogué. On a même dit qu'il était cannibale pendant ses expéditions à l'étranger. Il avait mangé de la chair humaine. Et en fait, ce type était un fin lettré. Il a été le premier à traduire les Mille et une nuits en anglais, à traduire le Kama Sutra. Il a fait également un recueil de nouvelles de vampires. Et ce type avait une apparence très, très impressionnante. C'était un grand costaud qui avait les cheveux un peu ébouriffés et qui avait de grandes dents. Et Barbara Bedford, qui est un des biographes américains de Stoker, dit que c'est la première figure qui a inspiré Stoker pour le personnage de Dracula. Et il y a un autre personnage aussi qui a eu son importance, qui s'appelle Arnius Vanberry, que Stoker a également rencontré dans ce Tech Club. Et Arnius Vanberry était un professeur de langues orientales, hongrois, très cultivé, et il a donc été reçu. Stoker a assisté à une conférence que Arnius Vanberry donnait à Londres, et ils se sont revus dans les salons du Beefsteak Club. Et c'est un peu comme ça que Stoker a eu quelques renseignements sur des contes et légendes des pays de l'Est qui étaient un petit peu étranges, qui sortaient de l'ordinaire et qui mettaient en scène des créatures comme les vampires. Alors, il y a eu un autre événement qui s'est produit en Angleterre et qui lui aussi a eu son importance plus ou moins indirectement sur l'écriture de Dracula. C'est en 1888, c'est l'affaire Jack l'Éventreur. Pendant plusieurs semaines, comme vous le savez, Jack l'Éventreur a assassiné, je crois, 5 prostituées de façon assez terrifiante. Et ça a vraiment complètement chamboulé les Londoniens, enfin les Anglais en général, mais les Londoniens en particulier. Et au cours de ce fait divers, on retrouve toute l'ambiance finalement qui fera le sel de Dracula. C'est qu'il y a des victimes qui sont tuées en pleine nuit par une entité surgie de nulle part, dont on ne sait pas d'où elle vient, qui elle est, et qui disparaît. Et c'est exactement le processus de Dracula dans le roman. Et alors, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont inspirés de ça, mais je pense que notamment Stoker a très certainement été marqué par ça. Donc, on en arrive à une période où Stoker commence plus ou moins à s'intéresser aux vampires. Pendant les années 1890, il va faire 2 voyages qui eux aussi vont avoir leur importance dans l'écriture de Dracula. Il va découvrir une petite ville, il va partir en vacances avec Florence et son fils Noël. Il va partir en vacances dans le Yorkshire, dans une petite ville qui s'appelle Whitby, qui est une ville absolument magnifique. Alors je fais une petite parenthèse. Ce soir, avant le film de Coppola, vous allez voir un documentaire qui a été réalisé par Jean-Michel Ropers, qui s'appelle Whitby, la ville de Dracula. Et c'est justement cette ville qui est intéressante parce que Stoker y a situé plusieurs chapitres de Dracula. Et, quelque part en remerciement, la ville, depuis quelques années, a constitué tout son tourisme autour à la fois du personnage de Dracula et du personnage de Bram Stoker. Et donc, quand on a lu le roman, c'est très intéressant et très passionnant de retrouver vraiment dans le réel tous les lieux qui sont décrits, parce qu'il a vraiment décrit ce qu'on trouve encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un des premiers éléments de Dracula. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Stoker était très curieux et il travaillait beaucoup en bibliothèque. Et justement, à l'époque où il a été à Whitby, il est allé à la bibliothèque de la ville, il a cherché dans les archives pour voir s'il y avait des choses intéressantes à retenir. Et il est tombé sur un fait divers très étonnant, très intriguant. C'est que quelques années auparavant, un bateau russe s'est échoué sur la plage de Whitby. Et ce bateau s'appelait le Dmitri. Et il était vide de tout équipage, il n'y avait absolument personne à bord. Et c'est un élément qui l'a beaucoup marqué. Il s'est dit, tiens, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et justement, on retrouve ça dans Dracula. Quand Dracula arrive en Angleterre, il arrive à Whitby, dans un bateau complètement décimé, il n'y a plus personne à bord à part lui. Et donc, l'origine de cette scène vient de ce fait divers que Stoker a trouvé dans les archives de Whitby. Et puis à la même époque, il allait aussi en vacances dans un petit village en Écosse qui s'appelait Cruden Bay. Et alors aujourd'hui, Cruden Bay, c'est un village qui est connu parce que c'est, je crois, un des plus beaux terrains de golf d'Écosse.
Et donc, il allait passer régulièrement ses vacances là-bas. Et il y avait un noble qui était propriétaire d'un château. Ce château s'appelait Slane Castle. Et Stoker, en fait, semble s'en être inspiré pour décrire le château de Dracula, qui est décrit dans le roman. Donc voilà, ça c'est quelques petits points comme ça pour vous situer un petit peu ce qui a amené Stoker, qui a amené Stoker à écrire Dracula. Donc il a mis à peu près 8 ans pour écrire le roman. C'est le seul livre pour lequel il a autant travaillé, mais c'est vrai qu'il a vraiment pris des notes partout. Il était vraiment très très minutieux. Le roman est sorti en 1897. Il a eu un très bon accueil de la presse et du public. Bon, évidemment, ce n'est pas le best-seller qu'on connaît aujourd'hui, mais pour un livre de l'époque, c'est un de ses livres les plus vendus. Et curieusement, c'est à partir de la publication de Dracula que le chemin de Stoker commence à décliner. Un an plus tard, donc en 1898, il y a eu une catastrophe, on peut appeler ça comme ça, c'est que les entrepôts où étaient justement conservés tous les décors et tous les costumes de tous les spectacles du Lyceum Théâtre ont brûlé. Et le drame, c'est que c'était un mois avant le départ de la troupe pour une nouvelle tournée aux États-Unis. Donc au dernier moment, Stoker a été obligé d'annuler la tournée puisqu'il n'y avait plus de décor, il n'y avait plus rien. Donc ça veut dire un gros trou dans la caisse du Lycéum. Et pour couronner le tout, Henry Irving, sans lui en parler, avait réduit la police d'assurance du théâtre. Et du coup, ça a été une véritable catastrophe financière. Et à partir de ce moment-là, l'existence du Lycéum a été compromise, puisqu'ils se sont dirigés de plus en plus vers la faillite. Et petit à petit, on se rend compte que vraiment, c'est le déclin à tous les niveaux. L'année après l'incendie, la mort de la mère de Stoker survient, donc Stoker évidemment est très perturbé par ça. Henry Irving tombe malade, et puis ce qu'il avait fait aussi dans le dos de Stoker, c'est qu'il avait vendu ses parts du Lycéum à un consortium financier qui petit à petit a fait faillite. Donc du coup, le théâtre a fait faillite par ricochet, et ils ont été obligés de fermer. Et là, ça été vraiment une période très, très noire pour Stoker, parce que, évidemment, c'était son activité principale, même s'il continuait à écrire en parallèle, mais c'était quand même ce qui faisait son gagne-pain principal. Et du coup, du jour au lendemain, il n'avait plus du tout de rentrée d'argent. En plus, Henry Irving, très très marqué par la fin du Lycéum et par la fin de sa carrière finalement, parce que l'un n'allait pas sans l'autre, Henry Irving est tombé gravement malade, et évidemment il est mort. Et Stoker a été doublement choqué à la fois par la fermeture du Lycéum et par la mort d'Henry Irving, à tel point qu'il a fait une attaque cérébrale, et il s'est retrouvé cloué au lit pendant plusieurs semaines. Alors ce qui est très étrange, c'est que justement sa fin de vie ressemble à son début de vie. C'est que pendant les dernières semaines de son existence, il s'est retrouvé exactement dans la même situation qu'il avait commencé sa vie, c'est-à-dire cloué au lit. Mais malgré tout, il n'a pas renoncé à écrire parce que, comme je vous le disais, n'ayant plus ses rentrées régulières au théâtre, il fallait bien gagner un peu d'argent. Donc à partir de ce moment-là, il a écrit de plus en plus. Et c'est vrai que les derniers livres qu'il a publiés, je dirais, sont les moins bons, parce que forcément, il n'avait plus les moyens de prendre autant de temps pour travailler ses textes qu'il l'avait fait pour Dracula. Donc il était payé à la copie, donc les livres qu'il publiait étaient de moins bonne qualité. Le meilleur exemple, c'est le tout dernier livre qu'il a publié, qui s'appelle Le repère du ver blanc, qui au départ était un sujet plutôt intéressant, mais quand on lit le livre, on se rend bien compte qu'il est bâclé, il n'a pas apporté le même souci. Mais néanmoins, Stoker a publié quelques autres livres quand même intéressants. Je vous en recommande un qui n'est pas très très connu, qui s'appelle La Dame au linceul, qu'il a publié, je crois, en 1904 ou 1905.
La Dame au linceul, c'est un petit peu le pendant féminin de Dracula. Il a réitéré, enfin, il a essayé de réitérer l'essai qu'il avait fait avec Dracula. C'est-à-dire qu'il prend un personnage qui est un vampire, ça se passe également dans les Carpates, et c'est écrit de la même façon que Dracula, parce que l'un des intérêts de Dracula, c'est d'avoir été conçu, non pas d'une façon linéaire comme un simple roman, mais si vous l'avez lu, vous le savez, chaque protagoniste de l'histoire écrit son propre journal, et c'est au travers de ce journal qu'on apprend ce qui se passe, ce que fait Dracula. Et donc il a utilisé le même principe avec la Dame au linceul, et je trouve que c'est un de ses meilleurs livres. La seule petite différence, c'est que Dracula est un vrai roman fantastique, avec une résolution fantastique, alors que la Dame au linceul, c'est un faux fantastique, et une résolution à la fin complètement normale, qui peut décevoir les amateurs de fantastique, mais en même temps, je pense que c'est une belle réussite. Et c'est un livre qui est très peu connu, il n'a jamais été adapté au cinéma. On a mis très longtemps à le traduire en France. Donc voilà, si vous avez une petite curiosité, je vous le recommande. Donc, comme je vous disais, c'est le déclin, et Stoker va donc mourir le 20 avril 1912. Alors, il n'a vraiment pas de chance jusqu'au bout, parce que lui, quand même, qui était une personnalité en vue de tout Londres, qui était à la fois un homme de théâtre, mais aussi qui était devenu un auteur connu grâce notamment à Dracula. Lorsqu'il est mort, sa mort est passée complètement inaperçue, parce que 5 jours avant, il y a eu la fameuse catastrophe du Titanic, qui a fait la une de tous les journaux du monde. Et quand lui est mort, on a trouvé des petits entrefilets à l'intérieur des journaux, des quotidiens. Il n'a jamais eu droit aux premières pages, ce qui est un peu dommage, parce que je pense qu'il le méritait largement. Et donc Stoker ne connaîtra jamais finalement la destinée de sa créature Dracula, qui non seulement est un des plus grands romans du 19e, qui va devenir, je ne peux pas dire mais en tout cas l'un des plus importants héros de la littérature et du cinéma, ce qui fait que 100 ans plus tard, on parle encore de lui. Donc voilà, donc l'existence de Stoker est une existence à part, particulière, que je trouve palpitante. Et justement, en ce centenaire de sa mort, il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis récemment. On vient de retrouver les journaux intimes de Bram Stoker, qui viennent d'être publiés, je crois, chez J'ai lu. Alors en fait, c'est le journal intime qu'il écrivait quand il habitait encore à Dublin. Alors très honnêtement, c'est pas très passionnant, c'est même un peu décevant pour un Stokerien, parce qu'on n'y apprend rien de particulier, sauf qu'il était très croyant, il a écrit beaucoup de poèmes religieux, donc c'est pas palpitant. Par contre, ce que je peux vous signaler, c'est qu'il y a une nouvelle traduction de Dracula qui vient de sortir, qui a été faite par Jacques Sirjean, parce que les précédentes traductions n'étaient pas complètement intégrales, donc il a voulu retravailler la traduction dans ce sens-là. Donc voilà, donc c'est une façon de rendre hommage à Bram Stoker qui nous a réunis aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Voilà, si vous avez des petites questions, je suis à votre disposition. Et vous? J'ai pas trouvé ça génial, mais j'ai pas trouvé ça catastrophique. C'est moyen, c'est un bouquin de gare, ça se lit bien. Mais évidemment, c'est loin d'avoir le génie de l'original. Mais ça aurait pu être pire. Je m'attendais au pire, honnêtement. Donc, on verrait souffle. Écoutez, je crois que la meilleure façon de conclure, c'est de vous recommander de relire Dracula, parce qu'on ne s'en lasse jamais. Alors, je vous remercie. On va ensuite laisser la place à Jean-Marie qui va donc vous parler de la descendance littéraire de Dracula. Et on remercie
Alain Pozzouli pour son intervention sur Bram Stoker. Et c'est moi.